Bienvenue, chers internautes, pour ce débat européen 2024. Quelle est l'importance du scrutin pour les Français de l'étranger? Je suis Hervé Hérault, le président fondateur des éditions lepetitjournal.com, et je suis ravi que vous soyez connectés, que vous alliez regarder aujourd'hui cette vidéo qui est tournée dans la maison de l'expatriation, qui vient d'ouvrir ses portes et qui sera ouverte jusqu'au 20 juillet pour accueillir les Français qui ont un projet d'expatriation ou les expatriés sur le passage, venez nous faire signe, et ou également évidemment les Français de l'étranger qui rentreraient d'expatriation et qui souhaitent avoir des renseignements personnalisés, le plus personnalisés possible. Vous pouvez trouver tout ça très facilement sur maisondexpatriation.com. Donc on est ravis d'accueillir 6 représentants des partis politiques et des listes qui seront donc en liste aux prochaines européennes, donc les 8 et 9 juin possibles. Je vous rappelle, le 8 juin, c'est le vote continent américain, Caraïbes, pour schématiser, et le 9 juin, le dimanche, c'est évidemment tout le reste pour nos Français de l'étranger et en France métropolitaine. Donc on va partir à peu près pour 1h15, 1h30 ensemble, de façon à pouvoir laisser la parole à chacun sur différentes thématiques qui sont importantes pour vous, Français de l'étranger, et puis aussi peut-être d'autres thèmes de campagne propres évidemment à ce scrutin des élections européennes. Je vais passer à tour de rôle la parole à chacun de nos invités, que je remercie de leur présence, dans un premier temps qui se présente, et puis après pour qu'on aborde tous ces points. Voilà, je vous remercie à tous. On va démarrer avec Anthony Biche. Anthony, je vous laisse la parole pour vous présenter. Merci beaucoup au Petit Journal d'organiser cet échange. Moi, je crois que c'est l'occasion de mettre en avant les Français de l'étranger. Moi, j'ai eu l'occasion, je suis originaire d'Alsace, mais j'ai passé maintenant plus de la moitié de ma vie à l'étranger. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu au Costa Rica, et cela fait depuis 2004 que je suis basé en Belgique, à Bruxelles, où j'ai été élu conseiller des Français de l'étranger. Avant, j'étais présent au niveau associatif, et aujourd'hui, j'ai souhaité m'engager sur la liste de François-Xavier Bellamy pour représenter les Français de l'étranger. Ce qui est important pour moi, c'est que les Français de l'étranger fassent entendre leur voix au travers de leur vote, au travers de leur participation dans ce débat. L'autre aspect, c'est que je veux que les Français de l'étranger soient des Français à part entière. Nous voyons beaucoup de Français de l'étranger qui souffrent de toute une série de décisions prises par le gouvernement qui les impactent dans leurs droits, qui limitent leur accès à différents droits auxquels les Français vivant en métropole ont accès. C'est l'un de mes axes de combat. Ça a été le choix pour lequel je me suis engagé sur la liste de François-Xavier Bellamy. Nous aurons l'occasion d'en débattre plus en détail, mais en tout cas, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Je regrette malheureusement l'absence du Rassemblement national, qui aurait pu nous expliquer quel était son bilan, puisqu'il a gagné déjà 2 fois les élections européennes, quel était son bilan par rapport aux Français de l'étranger. C'est dommage, M. Bardella, ou l'un de ses représentants est absent. Je vais m'arrêter ici pour laisser la parole. Absolument. Je vais juste apporter une précision. Le Rassemblement national et la France insoumise ont bien été invités, mais ils ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Donc, c'est exactement ça. Je parle des très bons partis. J'étais à fond de cette liste, mais enfin, en tous les cas, pour les partis les plus représentatifs, bien entendu. Je vais passer la parole à Michel Champredon, du Parti radical de gauche. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, Michel Champredon, moi je suis originaire d'Évreux, en Normandie. J'ai un parcours dans les collectivités locales, et puis mes dernières fonctions, c'était maire et président d'agglomération, et un parcours à l'international. J'ai travaillé au Kosovo, en Haïti, et puis 7 ans en République démocratique du Congo, où je suis toujours électeur là-bas. Je représente donc la liste Europe, Territoire, Écologie, conduite par Guillaume Lacroix, qui est président du Parti radical de gauche. Par courtoisie, je vais citer rapidement les partenaires qui se sont rassemblés. 7 organisations, Régions et Peuples d'Europe, Volte-France, le Mouvement des citoyens, le collectif des sociodémocrates, le Mouvement des progressistes et le Mouvement L'avenir n'attend pas. C'est 7 organisations qui se sont rassemblées donc, pour une gauche démocratique et républicaine. Parfait, merci beaucoup. Je passe la parole à Victor Lachenay de Place Publique, la liste Avril Europe. C'est bien ça? C'est ça. Merci beaucoup déjà pour votre participation et au Petit Journal de nous inviter aujourd'hui. Moi, je m'appelle Victor Lachenay, j'ai 25 ans, je suis le responsable du projet européen de Place Publique.
Je suis candidat aussi également sur la liste de Raphaël Glucksmann des Réels Europe en position numéro 17. Et je suis, comme vous, un Français de l'étranger. Je vis et travaille au Liban, à Beyrouth, dans l'aide au développement. Et par mon exposition à l'international, par cette vie de Français de l'étranger, j'ai conscience du rôle que l'Union européenne peut jouer face à l'urgence climatique, face à l'urgence sociale, face à l'urgence démocratique. Et je voulais, sur cette liste, dans ces élections, et par notre engagement, montrer que les Français de l'étranger ont leur part entière dans la représentation française, mais aussi et surtout dans leur mot à dire sur l'Union européenne et son destin. Merci Victor Lachenay. Mathilde Olivier, sénatrice représentant les Français de l'étranger, Europe Écologie Les Verts. Je vous laisse vous présenter. Merci au Petit Journal pour l'organisation de ce débat et puis merci à toutes celles et ceux qui se sont joints à nous en présentiel ou en ligne. Je suis Mathilde Olivier, je suis sénatrice et depuis quelques mois maintenant. J'habite à Vienne en Autriche et ces 10 dernières années, un tiers de ma vie à peu près, j'ai habité à l'étranger, en Autriche, en Allemagne, en Belgique. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de donner toute sa part à l'écologie dans cette campagne européenne. On n'en parle pas assez. Moi, je me suis engagée dans l'écologie politique en 2019, au moment de la campagne, en 2019. Et on a vu ce que cette campagne européenne, cette mobilisation des partis politiques, mais aussi de la mobilisation citoyenne, a permis de faire avancer au niveau européen. Et aujourd'hui, on a absolument besoin de ce rebond et de cette mobilisation pour l'écologie à l'échelle européenne, parce que c'est la bonne échelle. C'est la bonne échelle pour nous en France, en Europe et partout dans le monde, parce que le changement climatique, il nous touchera tous. Il y a 3 milliards de personnes qui sont vulnérables au changement climatique de par le monde. Et donc, c'est important d'agir à l'échelle européenne, parce que c'est la bonne échelle pour changer les choses. Parfait, merci Mathilde Olivier. Laurence Pochu, vous représentez le Parti Reconquête. Exactement. Bonjour à tous et merci d'avoir conçu cet événement, parce que la raison pour laquelle nous sommes là, c'est bien parce que nous considérons que les Français de l'étranger sont avant tout des Français. Et donc, c'est à eux que nous nous adresserons aujourd'hui. Donc, je suis Laurence Pochu, 5e sur la liste de Marion Maréchal pour Reconquête, par ailleurs présidente du mouvement conservateur, qui est un parti allié de Reconquête. J'ai été par ailleurs conseillère municipale dans une commune des Yvelines et également conseillère départementale. Très bien, parfait. Merci beaucoup Laurence Pochu. Christopher Weisberg, député Parti Renaissance. Moi, je suis député des Français des États-Unis et du Canada. Ça a l'air d'être hors de l'Europe. Et je vais essayer avec les adversaires du jour, qui plein d'éléments, je pense, peuvent converger sur une vision. Je voudrais rappeler aux gens qui nous regardent qu'au niveau, il y a 5 ans, les Français, il y a un quart des Français qui ont voté pour une liste qui était profondément anti-européenne. Moi, personnellement, je me suis engagé pour Emmanuel Macron il y a un peu plus longtemps, après 2 événements. Le Brexit, qui a été un événement considérable, puisque c'est la première fois qu'un État a voulu sortir de l'Union européenne, et qui est censé Suisse, qui est arrivé depuis quelques années maintenant, et puis l'élection de Donald Trump. C'est pour ça que je parle aussi aux Français qui sont en dehors d'Europe. Vous avez voté à l'étranger à 7% pour le Rassemblement national, parce que vous savez ce que représente l'Europe, même quand on n'y habite pas directement. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va être un des objets du débat. C'est important de rappeler que cette question-là, c'est une question fondamentale. C'est souvent l'expression qui est utilisée par Reconquête, c'est l'enjeu de civilisation. Il y a un enjeu fondamental, c'est de savoir quelle Europe on veut pour les prochaines années et comment notre modèle, et au fond, il n'y a que vous, Mme Trochu, qui êtes plutôt anti-européenne, est un... Je vous expliquerai. Pas pour cette Europe dont vous parlez, mais en tout cas anti-Union européenne. Et l'idée, c'est justement de vous montrer que l'Europe, elle a un rôle fondamental dans le monde pour conduire et pour que les enjeux environnementaux, sociaux, notre modèle européen soit fort dans le monde entier. Parfait, très bien. Et on va commencer un premier tour de table sur une première thématique. Il y a 1,5 million de Français à l'étranger inscrits sur les listes électorales, donc ils sont appelés à voter. C'est 8 et 9 juin, je rappelle les dates. En 2019, le taux d'abstention s'est élevé à 81%, 80,64% exactement. Comment est-ce qu'on peut convaincre ces électeurs de se mobiliser? Et finalement, est-ce que quand on vit hors Europe, même quand on vit en Europe, particulièrement quand on vit hors Europe, est-ce qu'on se sent concerné? Et est-ce que ce sont des élections qui sont importantes pour nos Français de l'étranger? Monsieur Biche, on va suivre toujours le tour de table si vous voulez pas d'inconvénients. Et après, s'il y a des choses à rajouter, n'hésitez pas à me demander la parole.
Le point que vous soulevez est essentiel dans cette élection, c'est le taux de participation des Français de l'étranger, pour qu'ils puissent pleinement faire entendre leur voix dans ce débat. Maintenant, il y a toute une série de problématiques qui empêchent ce vote. Comme c'est un scrutin à l'échelle nationale, le vote par Internet n'est pas possible, comme cela peut être le cas par rapport aux législatives pour les députés des Français de l'étranger ou pour l'élection de leurs élus, conseillers ou délégués. L'autre aspect, c'est qu'en Europe, vous avez beaucoup de gens qui ont une double nationalité. Je prends l'exemple de la Belgique. Nous avons beaucoup de Français de Belgique qui sont des Franco-Belges et qui auront la possibilité également de voter pour les élections belges le même jour. Voire même certains jeunes Français qui ont 16 ans qui ne peuvent pas voter pour les listes françaises pour voter pour les listes belges en tant que citoyens européens pour avoir cette première expérience démocratique. Ensuite, hors des frontières de l'Union européenne, on peut voir que beaucoup de Français doivent faire des distances énormes pour atteindre leur bureau de vote, pour voter à l'urne. Au niveau des États-Unis, je pense dans la circonscription de M. Weisberg, vous aurez certaines personnes qui devront faire 3-4 heures de route pour déposer leur bulletin, pour ensuite revenir. Il faut être motivé pour faire cela. Il y a toute une réflexion à avoir là-dessus pour envisager une possibilité de vote par Internet. Le vote par procuration est une solution, mais n'est qu'un élément de la solution. Très bien. Allez, Monsieur Champredon, par rapport à la participation, et peut-être donner envie justement aux électeurs d'aller voter. Essayons de faire les casses de vote. Essayons de donner envie, effectivement. D'abord, je crois qu'on s'abstient quand on n'attend rien du vote. C'est parce qu'on a l'impression que le vote qu'on va émettre ne changera pas sa vie et n'est pas fondamental pour son avenir. Or, regardons un petit peu l'état du monde aujourd'hui, qui est quand même un monde très chahuté, très bousculé, un monde de guerre et de conflits. Imaginez le monde sans la présence de l'Union européenne. Imaginez le continent sans la présence de l'Union européenne. Imaginons la France sans son appartenance à l'Union européenne. On serait sérieusement mis en insécurité, tant sur le plan économique, sur le plan sécuritaire en premier, bien sûr, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan des migrations, etc. C'est-à-dire que, certes, l'Europe n'est pas parfaite, l'Europe mérite d'être améliorée, mais globalement, on n'a pas besoin de moins d'Europe, on a besoin de plus d'Europe et de mieux d'Europe. Et donc, si on n'est pas content de l'Europe actuelle, parce qu'on estime qu'elle ne répond pas à tous les problèmes de la société, faisons le raisonnement un peu à l'inverse en se disant « et si jamais l'Europe n'était pas là, dans quelle société je vivrais ?» Eh bien, franchement, on aurait beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et ensuite, deuxième argument, un citoyen, même hors de la France, j'ai vu dans les statistiques que 50% des Français expatriés sont dans un pays de l'Union. Bon, mais même ceux qui ne sont pas dans les pays de l'Union, ils restent de toute façon des citoyens français et des citoyens de cœur, et aussi juridiquement parlant, de l'Union européenne. Ils ont bien sûr un devoir de citoyen. Le fait d'aller voter, ça donne le droit de prospecter, de demander des comptes, ce qui n'est pas rien pour la culture française. Voilà. Et puis, voilà, pour conclure, pour reprendre une phrase que j'entends souvent en Afrique, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Donc, vaut mieux s'y mettre. Monsieur Lachenel, vous qui vivez justement à l'étranger, au Liban, comment vous ressentez l'appétence des Français par rapport à cette élection européenne, par rapport à ce scrutin, et comment les y intéresser? C'est pas évident, vous l'avez dit, le taux d'abstention chez les Français et l'étranger est à plus de 80%, mais même d'ailleurs sur le territoire national, on a une abstention qui est très forte aux élections européennes. Et donc la problématique, c'est d'expliquer et de pouvoir expliquer ce que fait l'Europe au quotidien, aussi pour les Français de l'étranger. Pouvoir leur montrer en quoi, dans leur vie de tous les jours, qu'ils vivent en Europe ou qu'ils vivent hors d'Europe, au final, l'Union européenne a un impact sur leur quotidien. Pour les Français qui vivent en Europe, je crois que c'est assez visible et clair. D'ailleurs, les Français qui vivent en Europe sont même des vecteurs de ce que l'Union européenne a réussi à faire sur la mobilité internationale, mais aussi à ne pas faire sur le manque de convergence fiscale, on pourra peut-être y revenir, qui parfois complique la mobilité des Français et leur vie à travers le continent. Mais aussi que lorsque l'on porte un projet qui est un projet pour davantage d'Europe, d'harmonisation par le haut des droits sociaux, de pouvoir faire en sorte que l'on ait un accès, par exemple, à l'IVG qui soit le même hors d'Europe que ce qu'on a en Europe, que ce qu'on a aujourd'hui en France, fondamentalement, c'est par l'Union européenne qu'on peut le faire. Et pour les personnes qui, comme moi, vivent au Liban ou ailleurs à travers le monde, bien évidemment, l'Europe compte aussi. L'Europe compte aussi parce que la reconnaissance de vos diplômes, les visas aujourd'hui pour le business, pour le tourisme, l'aide au développement et énormément de sujets sont directement tenus par l'Europe.
Nous voyons, et nous en tant que Français de l'étranger qui vivons en Europe, nous voyons à quel point les idéaux que nous prétendons défendre, la démocratie, notre liberté, notre rayonnement, est aujourd'hui critiqué, menacé. On nous explique que l'Europe fait du double standard, notamment sur les droits humains. Il faut pouvoir répondre et il faut pouvoir retrouver ce rayonnement en ayant un chemin qui explique que nous sommes capables, en tant qu'Européens, de défendre les droits humains, de défendre les vies des civils tués, que ce soit de Gaza à Boucha, et de pouvoir enfin faire que nous, en tant que Français, nous soyons fiers de l'Europe à travers le monde et que nous devenions les ambassadeurs que nous voulons être. C'est tout l'enjeu de cette élection et c'est pour ça que notre voix compte et qu'il faudra que le 8 et 9 juin, on puisse voir que les Français de l'étranger se sont emparés de ce vote et de cette élection pour expliquer pourquoi on veut être dans l'Union européenne, ou en tout cas la représenter. Merci, M. Lachenay. Madame Olivier. Moi, je voudrais parler de deux choses. D'abord, on parlait d'abstention. L'abstention, elle est particulièrement importante chez les jeunes. Et aujourd'hui, l'abstention, c'est le premier parti chez les jeunes. Et il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui est sortie il y a quelques temps et qui disait qu'en fait, dans tous les sondages dont on est abreuvé tous les jours, cette incertitude du vote des jeunes a un rôle très important, aura un rôle très important. Et mon message, c'est de dire, cette jeunesse en France et à l'étranger, il faut qu'elle se mobilise. Il faut qu'elle se mobilise pour que ses droits, notamment en termes de mobilité, soient assurés au niveau européen. Juste un chiffre, parce que je trouve que c'est intéressant quand on est jeune français à l'étranger ou en France, quand on veut faire un Erasmus, aujourd'hui, il y a 5 à 7% des jeunes qui indiquent avoir pu se rendre sur la destination de leur lieu d'Erasmus en mobilité douce. Donc, ne pas avoir en gros pris l'avion pour se rendre sur leur lieu de leur Erasmus. Pourquoi ? Parce que les transports, le train, le ferroviaire ou même le bus éventuellement, pour traverser l'Europe, aujourd'hui ne sont pas encore efficaces. Et il faut absolument qu'on s'intègre plus, qu'on intègre nos réseaux ferroviaires, qu'on intègre nos réseaux de mobilité douce globalement pour faire avancer cette Europe d'une mobilité douce et bien sûr d'une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre sur ce volet très important des transports. Et puis aussi revenir sur nos valeurs, on est plusieurs à en avoir parlé, dans le contexte actuel de guerre aux portes de l'Europe, en Ukraine, moi venant d'Autriche, cette guerre elle nous a touchés directement, ma circonscription consulaire avant d'être sénatrice, c'était l'Autriche, la Slovaquie et la Slovénie. Et au moment où les Français d'abord qui habitaient en Ukraine, puis les Ukrainiens sont partis et ont rejoint la Slovaquie, l'Autriche, éventuellement la France, et ce sont ces réseaux de solidarité, ces réseaux de personnes qui se retrouvaient autour de ces valeurs de la solidarité, qui se sont mobilisées et qui ont permis qu'on avance ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important qu'on défende ces valeurs à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Et l'Europe, c'est un vrai espoir en la matière. C'est un espoir de réconciliation. Et en fait, des études franco-allemandes, j'en suis particulièrement fière. L'Europe, elle s'est construite sur la réconciliation et je pense que c'est un espoir pour plein de régions du monde de se dire qu'en fait, on peut construire et on peut s'intégrer alors même qu'on a connu des millions de morts d'un côté et de l'autre d'une frontière. Et cet espoir, il faut continuer à le porter face aux conflits mondiaux qui sont face à nous aujourd'hui. Et puis juste peut-être un tout petit point aussi sur vraiment l'importance de l'Europe pour les Français de l'étranger. Il y a un certain nombre de droits sociaux qui sont permis aujourd'hui en Europe par cette intégration d'un certain nombre de domaines. Quand on est au chômage, par exemple, et qu'on change de pays, eh bien, on peut emporter ces droits au chômage avec soi d'un pays à l'autre de l'Union européenne. Un certain nombre de prestations sociales peuvent être comme ça transmises quand on va changer de pays. Et c'est quelque chose de très important de savoir qu'en fait, on puisse avoir cette couverture sociale et une certaine harmonisation de nos règles sociales partout en Europe. Mais c'est encore des choses, je pense qu'on y reviendra, sur lesquelles je pense que cette Europe doit encore beaucoup s'améliorer. Merci beaucoup, Madame Villiers. Madame Trochu, oui. Mot par rapport à peut-être par rapport aussi à la campagne et telle qu'elle est aujourd'hui, et ce qui peut être perçu par nos Français de l'étranger, ce qui pourrait les intéresser? On a évoqué, pour commencer, le sujet de l'abstention, et c'est vrai que cette abstention, elle traduit peut-être non pas un désintérêt, parce que je pense que les Français de l'étranger savent bien à quel point leur position particulière et leur
dans la vision qu'ils peuvent avoir en ayant le recul, justement en n'étant pas le nez dans le guidon, montre l'intérêt de cette élection, mais notamment parce que quand on sait qu'on a 80% des lois qui sont votées en France, qui sont en réalité issues de textes décidés dans les institutions européennes, bien évidemment qu'on ne peut pas y être indifférent. Il y a bien sûr, vous avez évoqué vous les questions, on va dire, logistiques d'accès au vote, mais moi je voudrais insister sur quelque chose qui est peut-être la marque de fabrique de Marion Maréchal dans cette campagne, c'est le fait que les Français de l'étranger voient aussi l'Europe comme continent et comme puissance déclinée par rapport à des forces géopolitiques, je pense aux États-Unis, je pense à la Chine, qui viennent déstabiliser évidemment ce que nous sommes et qui le déstabilisent pas simplement sur le plan économique, mais sur le plan aussi de notre identité, puisque aujourd'hui, on a ce sentiment finalement d'un vieux continent qui est à la traîne, dont la natalité s'effondre, dont la compétitivité n'est plus assurée. Et se pose évidemment forcément la question pour les Français de l'étranger d'assister d'une certaine manière impuissant à ce déclin démographique, économique et même identitaire, puisque on sait que les Français de l'étranger sont attachés à ce que représente pour eux et au rayonnement qu'ils peuvent avoir, à ce que représente la culture européenne. Je crois que 88% d'entre eux considèrent qu'ils ont un rôle justement à jouer dans la promotion de la culture. Et quand du matin au soir, cette culture est dénigrée, que par un multiculturalisme galopant, on veut nous obliger à renier ce que nous sommes, eh bien c'est aussi la question de la fierté d'être européen et d'être français qui se pose dans cette élection. Très bien, parfait, Madame Trochu. Monsieur Meseberg, peut-être sur la même thématique, c'est-à-dire, on a évoqué les heures de voiture à faire dans ce grand pays qu'est les États-Unis, que vous connaissez évidemment très bien, mais ça ne peut pas être la seule, même si le vote en ligne existe pour les législatives, mais si on parle plus de contenu, en fait. Ce qui compte, c'est de vous montrer que l'Europe, elle a en fait beaucoup plus d'importance que vous l'imaginez. On peut en effet se dire que c'est un être désincarné, que ça n'est pas une culture aussi facile que les cultures françaises, mais en fait l'Europe, elle est fondamentale parce que notre modèle européen est en péril aujourd'hui. Moi, je dis souvent à mes administrés quand je vais les voir aux États-Unis que le premier tour de l'élection présidentielle américaine, c'est l'élection européenne. Allez voter parce que en novembre, nous n'aurons pas le choix de ce que vont faire les Américains. Et les Américains, ils ont choisi pendant 4 ans un président qui, d'ailleurs, a construit des liens puissants avec des forces nationalistes, dont les vôtres, chère Madame Trochu, pour justement déstabiliser l'Europe. Je vais vous donner un exemple. Quand Donald Trump est arrivé, il a mis des tarifs sur les importations de vin français. Il ne les a pas mis sur les importations de vin italien ni espagnol. Il avait un objectif, nous déstabiliser, nous diviser entre nous Européens. Et notre force à nous, c'est d'être un bloc uni, d'être un bloc fort, d'avoir une représentation spécifique européenne pour être fort par rapport à ce cas-là. Et évidemment, dans le contexte international aujourd'hui, jamais une élection européenne n'a été aussi importante. Vous allez vous retrouver dans une situation où le président Trump, s'il revient aux manettes, a largement défini son opposition à l'OTAN. Si les États-Unis ne sont plus le protecteur historique de certains États de l'Union européenne, eh bien il faudra construire notre protection commune. Et évidemment que ce qui s'est passé en Ukraine nous le rappelle de façon extrêmement précise, extrêmement pertinente. Donc véritablement, cette élection européenne, le risque qu'elle encourt, c'est que c'est la première fois qu'il pourrait y avoir une majorité de parlementaires européens qui seraient contre l'idée même de l'Union européenne. Et ça comporte un risque fondamental, c'est le retour des nationalismes, et je crois qu'il y a un président qui a parlé du nationalisme, c'est la guerre, et bien pour cette expression n'est même plus galvaudée. Cette expression est très claire, et c'est le grand défi qui s'ouvre à nous dans les prochaines semaines, et qui sera le vote du 8 et du 9 juin de cette année. Parfait. Je me permets juste de rebondir sur une chose, parce que dans chacune de vos interventions, vous prêtez à vos conquêtes, et en l'occurrence à Marion Maréchal, des intentions. Je ne suis pas certaine que vous les ayez bien comprises, parce que à l'instant, juste avant vous,
précisément, j'ai insisté sur le fait que nous étions dans une situation géopolitique assez menaçante, précisément parce que les menaces sont à l'extérieur de l'Europe aujourd'hui. On a évoqué la guerre, mais moi j'ai évoqué l'importance de la Chine et effectivement l'importance des États-Unis, précisément pour assurer que le grand défi de cette élection européenne, c'est de redonner à l'Europe et à ce vieux continent toute la fierté et toute la grandeur qui a été la sienne et qu'il a perdu, et on reviendra sur les raisons pour lesquelles on est aujourd'hui en position de faiblesse, mais parce que la réponse dans ce contexte géopolitique, ce n'est pas d'être les vassaux de telle ou telle grande puissance, c'est au contraire de pouvoir réaffirmer notre indépendance stratégique sur la scène internationale. Donc complètement à rebours des intentions que vous nous prêtez. Je voulais juste le préciser parce qu'il ne faudrait pas parler à la place des autres, en plus pour dire d'eux ce qu'ils ne disent pas eux-mêmes. Si je peux interrompre le duo en une seconde. Monsieur Lisbert nous explique de façon assez claire qu'aujourd'hui, il y a une montée des nationalismes en Europe, ailleurs, et on voit M. Donald Trump qui prend potentiellement le pouvoir en novembre et qui pourrait changer la donne pour nous Européens et qu'on est face à une menace au niveau européen de cette montée des nationalismes. Et nous sommes totalement d'accord avec Raphaël Glucksmann, nous en parlons matin et soir car nous pensons que c'est fondamentalement une menace existentielle pour l'Union européenne. Mais quand on entend des députés de la majorité nous expliquer cette problématique, alors même que leurs alliés aux Pays-Bas font un gouvernement avec l'extrême droite poutinophile et xénophobe de Geert Wilders, qu'en Suède, ils participent au gouvernement, encore une fois, avec l'extrême droite, et qu'en plus, à l'Assemblée nationale, ils reprennent leurs mots et leurs textes sur les lois comme sur l'immigration, on a du mal à comprendre comment ce duel, en fait, existe et comment leurs mots, qui sont au final assez vides de sens, ne répondent pas à l'urgence et ne répondent pas à la digue que l'on doit faire face à l'extrême droite. Et fondamentalement, c'est un problème démocratique de voir des partis qui se disent vouloir lutter contre l'extrême droite, en fait, leur paver le chemin vers le pouvoir et ne rien faire, et potentiellement même ailleurs en Europe, s'allier avec eux. On entendra et on expliquera que Mme Allier a demandé à ce que ces libéraux aux Pays-Bas soient potentiellement qu'elle appelle une réunion le 10 juin pour qu'ils quittent le groupe. Je vois-t-il qu'elle est présidente du groupe Renew, donc des libéraux au Parlement européen, qu'elle pourrait les suspendre dès aujourd'hui, mais qu'elle ne le fait pas. Je trouve que c'est une position qui est assez embarrassante et qui décrédibilise la majorité dans ce petit jeu à deux qu'ils organisent avec l'extrême droite. Olivier, une réaction ? Oui, je pense que c'est important qu'ici, dans ce débat, on ne reparte pas dans ce qui s'est passé il y a quelques jours avec un débat et une présidentialisation de cette élection européenne entre l'extrême droite et la Macronie. Parce que quoi le Rassemblement national? Mais vous êtes l'extrême droite. Alors, juste une question. Comment définissez-vous l'extrême droite? C'est pas le. Non, parce que moi, je le prends comme une injure. Donc, j'aimerais bien. Je viens des Républicains. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique comment je suis d'extrême droite. Mais surtout pour que peut-être on clarifie le débat dès le début. Si c'est un argument qui a vocation à revenir dans le débat, qu'on se mette d'accord sur la définition qu'on en donne. Qu'est-ce que l'extrême droite? C'est pas un débat sur l'extrême droite, ni je pense. Voilà. Oui, mais on parle le même langage. Bien sûr. Tout le monde est en mesure d'aller voir ce qui est reconquête. Non, l'extrême droite, c'est pas la même chose. Donc, moi, ce que je veux dire, l'extrême droite, c'est qu'aujourd'hui, le débat, c'est de quelle Europe on veut. Et l'Europe qu'on veut, c'est une Europe qui soit mieux disante sur les questions sociales et sur les questions environnementales. Et aujourd'hui, que ce soit la majorité présidentielle ou les droites au Parlement européen, eh ben, celles-ci votent contre les lois environnementales, contre les lois sociales dont on a besoin. Quand on parle des plateformes pour les travailleurs, par exemple, sur le volet social, il y a quelques mois maintenant, on a eu ce débat et Emmanuel Macron n'a fait que réduire cette proposition qui avait été faite au niveau européen pour permettre une meilleure protection des travailleurs des plateformes. Et ça, c'est une vraie problématique parce que quand on essaye de faire du mieux-disant social au niveau européen, eh bien, il faut pouvoir soutenir ce mieux-disant. Et puis juste parler rapidement d'environnement, parler de pêche, que ce soit sur l'interdiction du chalut, par exemple dans les aires marines protégées, que ce soit sur la révision des quotas de pêche, où la Macronie s'est abstenue, la droite a voté contre sur ces deux propositions. En fait, lorsqu'on parle d'environnement aujourd'hui, les seuls à porter ces combats, eh bien, ce sont les écologistes et la gauche dans son ensemble. Et on a absolument besoin aujourd'hui d'avoir ce sursaut. Et juste un dernier petit point. L'Europe, on en a parlé, on est tous plutôt pro-européens, on a envie d'une Europe, de plus d'Europe. Mais cette Europe, aujourd'hui, elle s'est construite
pendant les 30 Glorieuses, pendant une période de croissance économique où la prospérité était le libre-échange, le libéralisme. Mais aujourd'hui, on a besoin de repenser cette Europe face à la crise climatique, à la crise sociale, à la crise du logement, à la crise sécuritaire aussi, et démocratique, bien sûr, à laquelle on fait face en Europe. Et pour ça, on a besoin de voter pour les forces progressistes, on a besoin de voter pour les listes à gauche à ces élections. Pour l'extrême gauche. Ouais, je rebondis, Madame Touche, nous parlait du déclin de l'Europe par rapport à d'autres puissances. M. Weisberg nous parlait également que face aux élections américaines, il fallait compter sur une Europe unie. Donc je me réjouis qu'il y ait une convergence de vues sur le fait qu'il faut retrouver la maîtrise de notre destin en Europe. Pour retrouver la maîtrise de notre destin en Europe, il faut que la France soit crédible à Bruxelles et à Strasbourg. Aujourd'hui, comment la France peut être crédible avec 1000 milliards de dettes en plus, alors que les Allemands considèrent que l'orthodoxie budgétaire est un indicateur du sérieux? Nous avons eu des dépenses inconsidérées. Comment peut-on être souverain si nous n'avons plus la capacité d'engager des investissements? L'Europe, ça doit être aussi une Europe qui attire les entreprises, qui attire les capitaux. Nous ne pouvons pas exporter notre pollution en mettant toute une série de règles, une surrégulation, comme dans le cadre de Food and Fund. À ce niveau-là, on peut voir qu'il y a la nécessité de relâcher l'initiative privée, d'arrêter d'imposer des règles à nos agriculteurs qui ne s'imposent pas aux autres. Ce qu'on veut, c'est l'égalité dans la concurrence, c'est-à-dire que nous demandons la mise en place de clauses miroirs dans l'ensemble des accords internationaux de commerce que nous passons pour que quand des agriculteurs produisent en Europe, eh bien ceux qui produisent ailleurs soient soumis aux mêmes règles. Moi, je ne veux pas qu'on exporte notre pollution. Je ne veux pas qu'on exporte nos problèmes. Parce que si aujourd'hui on impose des règles ici pour décarboner, qu'est-ce qui va se passer? C'est que d'autres entreprises à l'étranger vont prendre des parts de marché en Europe et la pollution sera juste déplacée. Et la pollution, eh bien, Madame Olivier, elle ne s'arrête pas aux frontières. Monsieur Champredon, puis après je passerai la parole à M. Blaise. Oui, on a assisté à un petit duo, la majorité présidentielle extrême droite. Ne vous en déplaise. Extrême droite, laissant penser que l'un pouvait être le rempart à l'autre, ça fait belle lurette que la majorité présidentielle n'est plus un rempart à l'extrême droite, puisque d'élection en élection, on voit bien que effectivement les populismes se développent. Je crois que si on essaie d'analyser un petit peu la situation économique, sociale, environnementale de notre continent et de notre Union, et notamment la crise Covid a été tout à fait révélatrice d'un certain nombre de problèmes. Ce dont on a besoin, c'est d'une Europe des services publics, d'une Europe de la santé, d'une Europe de l'éducation, d'une Europe de l'aménagement des territoires, d'une Europe de la jeunesse. C'est ça dont l'Europe a besoin pour trouver davantage de vigueur, davantage de confiance en elle-même, davantage de perspectives d'avenir. D'ailleurs, malgré tous les défauts qu'on peut trouver à l'Union européenne les uns les autres, quelle que soit notre origine politique, l'Europe garde une grande capacité attractive. Moi qui ai passé donc 7 ans en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo, quand je discute parfois avec mes amis congolais qui trouvent beaucoup de qualité à Poutine ou à je ne sais qui, de cette nature, je constate quand même que ce n'est pas en Russie qu'ils veulent s'installer, c'est plutôt en France, à Bruxelles ou dans les pays européens. Et donc, quand on trouve beaucoup de qualité au régime chinois, je cherche les gens qui veulent aller s'installer à Pékin. En tout cas, les gens normaux, pour ceux qui veulent faire du business. Donc, il faut bien sûr être lucide sur les points forts et les points de faiblesse de l'Union européenne. Il faut bien sûr travailler en fonction des options politiques qui sont les nôtres. Moi, je défends l'idée d'une Europe progressiste, humaniste, démocratique, sociale et républicaine. Guillaume Lacroix, qui conduit la liste Europe, Territoire et Écologie, en est l'illustration. Et donc voilà, je pense que si on veut donner un avenir serein, en tout cas stable, à notre continent, il vaut mieux travailler sur la lutte contre les inégalités, pour le partage des richesses et pour l'approfondissement de la démocratie. Ça me semble être plus prometteur que d'accepter de se refermer comme une coquille, alors que le monde, de toute façon, alors qu'on est de toute façon dans le monde et dans la mondialisation aujourd'hui, quoi qu'elle nous plaise, qu'elle ne nous plaise pas. M. Weisberg. Michel Champredon a dit quelque chose auquel je souscris totalement.
Sur l'attaque de Victor sur les coalitions, franchement, l'alliance qu'on a fait avec les partis centristes au niveau européen, au moment où on l'a créée, elle était assez claire. Moi, personnellement, je trouve que, évidemment, vous pouvez nous parler de l'alliance de circonstances qui s'est passée aux Pays-Bas. Je n'ai évidemment en aucun cas le pouvoir d'accepter n'importe quelle alliance. Vous, par contre, dans votre parti, vous avez fait alliance, et aujourd'hui elle n'est pas présente, avec un parti germanophobe, un parti profondément germanophobe qui a été établi. Parce que la France insoumise et les propos de Jean-Luc Mélenchon étaient toujours extrêmement clairs et d'une violence assez inouïe contre l'Allemagne. Et ça, je pense, et je suis très heureux d'ailleurs d'avoir des gens qui représentent une gauche qui n'est pas du tout. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que la NUPES, c'est une alliance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, vous avez évoqué une alliance avec des partenaires dans un autre pays, alors qu'on est ici en France, on parle d'élections européennes, et que vous nous faites le procès d'une alliance qui ne nous concerne pas, alors que vous êtes vous-même dans une alliance qui est totalement à l'encontre de tous vos principes que vous défendez au niveau européen. Donc ça, c'était simplement pour répondre à... C'était pour répondre à très clair sur ces relations avec Jean-Luc Mélenchon. Et surtout, excusez-moi, mais ils siègent dans votre groupe et vous avez la possibilité de les exclure. Nous avons dit que dans notre groupe, si dans notre groupe au Parlement européen, au sein des libéraux au Parlement européen, ces personnes siègent dans notre groupe, c'est qui font des alliances avec l'extrême droite. Nous avons dit très clairement que tous les sociaux-démocrates qui feraient potentiellement des alliances avec l'extrême droite seraient exclus du groupe social-démocrate au Parlement européen automatiquement. Ce n'est pas le cas chez nous. Juste, je répondais simplement à la question parce que vous avez attaqué sur ce point-là et vous trouvez que c'était assez fort de café quand on participe à l'EPS d'une manière ou d'une autre. Maintenant, sur le point fondamental, moi, vous savez, sur la fiscalité, personnellement, j'ai voté François Hollande en 2012. J'ai voté François Hollande en 2012, personne n'est parfait. Et je vais vous dire une chose, j'adhérais plutôt dans son message pour une fiscalité européenne harmonisée. Vous savez ce qui s'est passé? Pierre Moscovici, en 2014, il a sacrifié la taxe Tobin. Il l'a sacrifié en Irlande, au sommet de Dublin. Il a sacrifié la taxe Tobin alors que François Hollande avait été élu au nom, a priori, de son ennemi qui était la finance. Par contre, c'est Emmanuel Macron, avec Bruno Le Maire, qui vient plutôt de votre parti, qui se sont battus pour une taxe sur les GAFAM. Et le niveau, qui me paraît le niveau pertinent pour affronter ces défis, c'est évidemment le niveau européen. Et pour cela, il faut convaincre ses partenaires européens. Et c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, ça a embrayé le pas sur la décision de Joe Biden d'avoir une fiscalité internationale. Et c'est un premier pas, ça n'est pas suffisant. Mais enfin, en 2012, c'était un doux rêve, et nous avons commencé à le réaliser. Ce qui prouve que sur les objectifs, il faut aussi se donner les moyens de réaliser ces objectifs. Et c'est ce que je reproche, par exemple, à Raphaël Glucksmann, sur lequel, en termes de valeur, j'adhère à pratiquement tout ce qu'il dit, mais qui ne se donne pas les moyens. Et on aura l'occasion d'en parler. Le CETA est un exemple parfait d'un accord que vous avez négocié, qui est un bon accord, et que vous décidez de sacrifier quelques années plus tard par démagogie. Moi, je tiens à remercier M. Weisberg pour sa confession. Il nous a avoué que c'est un homme de gauche. Il avait l'influence de la gauche. Jusqu'à l'extrême gauche. Hollandaise, c'est pas du tout. Non, il y a des frontières. Il nous a montré les différentes nuances. Et moi, je tiens à rappeler la réforme d'Emmanuel Macron, il y a quelques années, qui avait pour but de fiscaliser les Français de l'étranger. Vous savez que ça a provoqué auprès, votre ami M. Anglade connaît très bien le dossier, cela a provoqué des hausses d'impôts pour certains Français vivant en Belgique, mais payant leurs impôts en France de 200, 300, 400%. Aujourd'hui, nous avons des situations de Français qui travaillent pour le service public en France, mais qui vivent en Belgique, qui sont doublement imposés en France et en Belgique. Le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement belge leur réclame jusqu'à 3 années de fiscalité. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, envisagent de quitter la Belgique. Ils sont obligés de vendre leur maison. Nous avons l'accord sur le télétravail en Belgique, où tout simplement, après le Covid, vous aviez des gens qui travaillaient pour des entreprises françaises. Les entreprises françaises leur ont dit, vous pouvez télétravailler depuis la Belgique. Et bien aujourd'hui, la Belgique leur dit, comme vous travaillez plus de 50 jours en Belgique, nous allons vous fiscaliser et en plus nous vous dénonçons. Alors, ne nous parlez pas des grands accords internationaux. Il y a des actions concrètes que votre gouvernement n'a pas prises pour aider les Français de l'étranger. Aujourd'hui, nous avons des centaines de Français en Belgique qui vivent une situation terrible, terrible. Moi, je vous demande vraiment, M. Weisberg, si vous avez des contacts au sein de votre gouvernement, parce que nous n'avons pas pu avancer, que nous puissions trouver des solutions concrètes.
Parce qu'aujourd'hui, et je reviens sur le point, du sujet de... on s'éloigne, non, parce qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, les gens vivent l'Europe au quotidien. Vous savez, ils traversent la frontière, ça c'est l'Europe au quotidien, et nous devons apporter des réponses concrètes. Allez, on va... Il y a, sur ce sujet, quand même, Très rapidement. sur ce sujet de la fiscalité, je pense que la question que les Français de l'étranger peuvent se poser aussi, c'est, on sait que parmi eux, peu finalement envisagent de rentrer vivre et travailler en France à court terme. Il faudrait se demander pourquoi, parce que de fait, quand ils peuvent regarder de l'extérieur ce qui se passe chez nous, je comprends qu'ils n'en aient pas très envie. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une explosion de violence, on voit des entreprises étouffées par la surfiscalité, les surtaxes, les surnormes, tout ce qui nous vient bien sûr des institutions européennes et de Bruxelles, à commencer par la responsabilité qu'a là-dessus le Green Deal, mais aussi tout ce qui est de la responsabilité du gouvernement français, je pense notamment en termes de surtransposition, puisque comme il faut laver plus blanc que blanc, et bien évidemment le gouvernement français met sa fierté dans le fait de déployer une débauche de normes supplémentaires. Alors que nous demandons précisément là-dessus une sobriété normative, c'est-à-dire que pour chaque nouvelle norme créée, il y en ait 2 qui disparaissent, de manière à ce qu'on ne soit pas prisonnier de ce système qui finalement tue toute volonté d'entreprendre, toute liberté d'entreprendre, au point que finalement aujourd'hui, ce découragement des travailleurs français et de ceux qui veulent investir est un frein aussi à notre compétitivité, à l'échelle européenne bien évidemment, mais aussi à l'échelle internationale. Allez, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on aborde, parce qu'il y a eu pas mal de politique, c'est un débat aussi politique. Ça m'intéresserait en fait d'entrer un peu dans le vif du sujet des propositions, des mesures qui concerneraient vraiment le quotidien des Français de l'étranger à travers ce scrutin et à travers derrière ce qui se passera au Parlement européen, donc, dans vos propositions, dans nos différents partis. Si vous voulez, on peut reprendre avec M. Michel le tour de table. M. Michel va commencer. Écoutez, je parle vraiment de... Ça peut être un peu concret sur des... Exactement, sur le projet. À l'heure, ou plus vraiment, des choses peut-être très concrètes. Il y a plein de mesures, et il y a des mesures indirectes. Alors, évidemment, elles concernent davantage les Français d'Europe. J'ai essayé de démontrer sur des enjeux qui sont moins directs, sur les positions qui sont moins directes, à quel point ça a une ambition davantage pour les Français hors d'Europe, mais évidemment, sur le plan des Français, des transfrontaliers, comme l'a évoqué. Moi, je reprendrai simplement ce que vous avez évoqué, parce que je suis d'accord avec vous sur la mobilité européenne, la mobilité douce. Nous, on veut proposer un rail européen qui permet aux jeunes, en fait, de pouvoir se déplacer dans l'Europe. Et évidemment, c'est la clé. Je vais vous donner un exemple simple. Aux États-Unis, les Américains, ils voyagent beaucoup aux États-Unis. Donc, le sentiment d'appartenance à la nation américaine, il est très concret, c'est que vous avez souvent des gens qui vont quitter une ville pour aller dans un autre État. En France, c'est beaucoup moins le cas. Et la mobilité, évidemment, ça commence par les fondamentaux, ça commence par les études, ça commence par Erasmus. Moi, je suis un immense partisan d'Erasmus et qu'il faut développer, pas simplement pour les futurs cadres et pour les gens qui ont des études universitaires, mais aussi dans l'apprentissage. C'est le cas d'Erasmus+, qui a commencé, et de pousser encore un peu plus. Et sur la mesure, moi, que je garde, que je trouve de bon sens et qui fait un peu écho à ce que vous disiez, je trouve que ce rail européen permettrait à notre jeunesse de se déplacer, d'aller à Rome, d'aller à Naples. Au fond, on sommes la génération Erasmus. Il y avait une pub d'un avionneur, d'une compagnie aérienne à laquelle je ne souscris pas forcément, je ne lui ferai pas de publicité, mais qui disait qu'elle était la génération de ces jeunes qui partent à Naples, à Rome, à Copenhague. Et bien, si on peut le faire au niveau du rail dans des mobilités douces, je pense que ce sera une véritable force pour notre modèle européen, qui est le modèle le plus écologique, quoi qu'on le dise aujourd'hui dans le monde. Très bien. Madame Sauchu. Oui, les Français qui vivent à l'étranger, la plupart du temps, voilà, ils vivent aussi avec leur famille. Et vous évoquez la mobilité des grands enfants. Moi, je pense qu'il faudrait aussi s'attacher aux conditions dans lesquelles les enfants peuvent être instruits à l'étranger. Et avec Marion Maréchal, nous portons un grand intérêt sur cette cause, de manière à ce que justement on puisse soutenir les familles, notamment en assouplissant les critères d'attribution des bourses, parce que ça c'est un vrai sujet pour les Français qui ont à scolariser leurs propres enfants, et puis pour préserver aussi l'excellence de notre enseignement français.
On sait que de plus en plus, il se dégrade aussi à l'étranger dans les structures qui relèvent de la France. Et il faudrait garantir au moins 20% d'enseignants issus de l'éducation nationale française dans les structures à l'étranger. Vraiment, il y a un enjeu de formation parce que ensuite, quand les familles reviennent, on sait bien à quel point c'est vraiment inquiétant pour les enfants de savoir dans quelle mesure ils vont réussir à raccrocher une scolarité dans de bonnes conditions. Et ça, c'est vraiment un sujet qui préoccupe beaucoup les familles à l'étranger. Je voulais parler de deux choses. Des sujets très français de l'étranger, en fait, c'est des choses qu'on porte au Sénat, qu'on porte à l'Assemblée nationale, au-delà des élections européennes, sur des bourses, sur les budgets sociaux pour les Françaises et les Français de l'étranger. C'est quelque chose pour lequel on se bat et contre lequel, par exemple, en ce moment, on se bat contre ces coupes budgétaires qui ont été annoncées par le gouvernement et qui toucheront les budgets, le programme 151, pour ceux qui le connaissent, qui traite notamment de toutes ces questions de bourse scolaire et qui est l'objet de coupes budgétaires importantes par le gouvernement. Donc, sur ces sujets-là, nous, au Parlement, bien sûr, on continue de se mobiliser. Alors, le gouvernement nous dit que ça n'aura pas d'impact, ce sera juste, c'était les réserves les réserves qu'on avait qui seront impactées, mais bon, les réserves, on les utilise en général d'une année sur l'autre à chaque fois. Et là, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de personnes qui mettent leurs enfants dans les établissements scolaires français à l'étranger, eh bien, ne les mettent plus, les retirent de cet enseignement public français à l'étranger ou partenaire, parce qu'ils n'ont plus les moyens d'y scolariser leurs enfants. Donc, c'est très important pour nous de continuer à nous mobiliser sur ces questions de bourse, mais je voulais revenir sur quelques propositions européennes qui, bien sûr, impactent les Français à l'étranger en fonction de d'où ils habitent. D'abord, on propose un revenu universel étudiant partout en Europe. C'est une proposition qu'on a faite, qu'on a portée au Sénat pour la France il y a quelques mois maintenant. Mais en fait, partout en Europe, ces questions de précarité de la jeunesse, elles sont très importantes. Les files alimentaires qu'on a vues devant la distribution alimentaire lors du Covid, ça ne s'est pas arrêté. Ça continue. Et beaucoup d'étudiants français, mais aussi étrangers, sont dans des situations d'extrême précarité. Il y a un certain nombre d'États européens qui ont déjà mis en place ce revenu, cette allocation universelle d'études qui permettrait à tout le monde d'avoir accès à des études. Et nous, on propose d'élargir et d'harmoniser cela au niveau européen. Une autre proposition que je trouve vraiment très importante dans le programme de Marie Toussaint, c'est celle d'un droit de veto social. C'est l'idée que les propositions, les lois au niveau européen soient évaluées sous l'angle de leur impact sur les plus vulnérables partout en Europe, et que si ces lois impactent les 10 ou les 20% les plus vulnérables, eh bien on puisse avoir un droit de veto et dire non, en fait, on ne peut pas adopter ces législations. Et puis enfin, revenir sur le ferroviaire, parce qu'en effet, lorsqu'on est en Europe, notamment, cette question de comment on peut revenir en France, rendre visite à sa famille de manière décarbonée, tout ça, c'est des sujets qui sont très importants. Nous, on porte une proposition qui serait 10 centimes le kilomètre. Donc, par exemple, un billet de Paris, c'est à peu près 1400 km, et bien ce serait 140 € maximum pour rejoindre en train Vienne et Paris, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, au-delà de la distance et du temps de transport ferroviaire, bien sûr, la question du coût a un impact très fort pour les Français et les Français de l'étranger. Et puis revenir, parce qu'on a parlé de politique d'accueil et de l'importance aussi de toutes les questions migratoires aujourd'hui en Europe. Nous, ce qu'on porte, et moi je me considère aussi comme une Française, en tant que Française de l'étranger, comme une immigrée, j'ai immigré dans un autre pays, et bien on a besoin de pousser des politiques d'accueil qui soient ambitieuses, qui soient solidaires avec les personnes qui, partout dans le monde, sont vulnérables à des crises, à des guerres, mais aussi à des événements climatiques très importants. Et on a besoin de pousser pour cette politique d'accueil et de reconstruire les imaginaires autour de cet accueil des personnes migrantes en Europe. Merci Madame Olivier. Monsieur Lachny. Ce qu'il faut comprendre dans cette élection, c'est en quoi l'Union européenne est concrète pour les Français de l'étranger et ce qu'on pourrait y faire. Alors évidemment, au sein de l'Union européenne, vous qui vivez par exemple dans les zones frontalières ou ailleurs en Europe, vous êtes touché directement par ce qu'on pourrait faire. On a parlé tout à l'heure des travailleurs transfrontaliers.
Voilà un exemple aujourd'hui d'un régime social qui est régi au sein de l'Union européenne seulement par des conventions bilatérales. Pouvoir avoir un régime commun européen des travailleurs transfrontaliers, un droit au télétravail, c'est une chose que l'Union européenne peut faire et que nous proposons avec Raphaël Glucksmann. De la même façon, sur votre droit à la protection sociale, qu'il soit le plus harmonisé possible à travers l'Europe, et même essayer de construire un droit à la protection sociale pour les Françaises et les Français qui vivent en Europe via l'Union européenne. Aujourd'hui, la Caisse des Français de l'étranger, tout Européen peut y participer et peut y souscrire. Avoir une Caisse des Européens de l'étranger demain et mettre en commun ces moyens pour protéger les Européens à travers le monde, c'est quelque chose qui est possible. Évidemment, tout ça ne peut pas se faire sans réfléchir aussi aux Français qui vivent hors de l'Union européenne. Parce qu'on peut penser que tout ce que l'on peut proposer dans cette élection serait seulement pour ceux qui vivent dans l'Union européenne. Mais la reconnaissance des diplômes de vos enfants, lorsqu'ils vivent à l'étranger, d'ailleurs en Europe, c'est un sujet aussi hors d'Europe, doit pouvoir être fait par l'Union européenne pour que l'on ait une reconnaissance de ceci et que lorsqu'ils acquièrent des compétences ailleurs en Europe ou ailleurs à l'étranger, ils puissent les valoriser et puissent être reconnus en France. Les politiques de visa, on en a déjà parlé, les courts visas, les visas de court séjour sont aussi régis par l'Union européenne, par le code Schengen. Nous voulons qu'il y ait des politiques de visa communes, même pour les visas de travail, régies par l'Union européenne, et que l'on puisse avoir des politiques aussi sur les questions d'immigration qui soient communes au sein de l'Union européenne. Et qu'on sorte de systèmes comme les Français de l'étranger vivant au Maghreb ont connu, où la France fait du chantage au visa pour essayer d'obtenir des laissez-passer consulaires, en n'arrivant à rien faire si ce n'est à rendre des relations diplomatiques bien plus complexes, attendre les relations avec ces pays et à détériorer les relations entre la France et ces pays. Et donc les penser en tant qu'Européens, développer des voies légales d'immigration pour le travail, contre des laissez-passer consulaires et avoir des accords diplomatiques avec ces pays, c'est aussi une voie pour développer l'Union européenne et son rayonnement à l'étranger. Enfin, le dernier sujet, c'est celui qui me concerne très particulièrement, celui de l'aide au développement. L'Union européenne, c'est le premier donateur d'aide au développement au monde, et on ne donne pas assez. On est censé donner 0,7% de notre PIB, on fait aujourd'hui autour de 0,4 ou 0,5. Pouvoir développer cette aide à travers le monde, ça veut dire, là où vous vivez, Français à l'étranger, pouvoir contribuer à ce que l'Union européenne finance les routes, finance les hôpitaux, finance les écoles, et faire en sorte que l'on vive dans un monde plus solidaire. Ça veut aussi dire pour la protection consulaire que vous avez aujourd'hui, que l'on puisse développer la solidarité entre les consulats, et que donc, vous ne soyez plus seulement dépendant des consulats français et de la baisse des services publics qui est organisée par les coupes budgétaires successives, mais que vous puissiez aussi trouver support, notamment dans les crises, auprès des consulats des autres pays de l'Union européenne. Plus de solidarité, ça bénéficie à la fois aux Français d'étrangers et aux personnes qui vivent aussi en Europe. Enfin, dernier point, parce qu'il a été mentionné, les mobilités au sein de l'Union européenne, c'est quelque chose qui est fondamental. Pouvoir favoriser les mobilités tous, c'est faire l'Europe du train. C'est faire en sorte qu'on taxe plus le kérosène pour pouvoir financer des tickets climat, des billets, pour prendre les trains régionaux à 50 € par mois, comme on trouve en Allemagne, partout en Europe. Avoir une politique du train qui soit abordable, qui soit systématiquement possible et accessible pour les Françaises et les Français de l'étranger, quel que soit leur revenu, et ouvrir un droit à la mobilité, aussi en faisant un Erasmus pour tous, et en permettant aux jeunes de 15 à 25 ans de pouvoir tous faire un Erasmus, et plus seulement les enfants qui ont fait des belles études, mais aussi l'apprentissage, et même d'ailleurs tous les projets professionnels. C'est un projet qui est fondamentalement européen et qui se joue le 8 et 9 juin, et c'est pour ça aussi qu'il faut voter, et qu'il faut voter Raphaël Glucksmann. Monsieur Champodon. Oui, eh bien, vous posez la question sur les propositions qu'on peut faire pour l'Europe et pour les Français de l'étranger. Avant de rentrer directement dans la question, je pense qu'il y a quand même une situation qu'il faut arrêter. C'est la dégradation de la présence française, notamment sur tout le réseau de ce qu'on appelle un peu le soft power. Parce que, et là, la majorité présidentielle porte l'entière responsabilité, puisque les budgets sont votés par elle, mais ce à quoi on assiste quand même ces dernières années, c'est un certain nombre de réductions d'effectifs de postes dans les ambassades, dans les consulats, dans les instituts français, dans les lycées français, et tout ça contribue à réduire le rayonnement de la France dans un certain nombre de pays du monde, et c'est sans doute une des raisons, pas la seule bien sûr, hein, mais au recul de la France dans le monde auquel on assiste depuis déjà quelques années. Donc je pense que, je pense que la première chose qu'il y a à faire, c'est d'arrêter la casse du réseau diplomatique, consulaire et culturel et éducatif dans le monde, et au contraire essayer de le doter de moyens suffisants pour pouvoir permettre à tous ces professionnels qui agissent, et
j'en profite pour saluer d'une façon générale, quelle que soit leur couleur politique, tout le réseau des élus consulaires qui remplit un rôle absolument considérable auprès de nos concitoyens, tout ça pour, je sais pas, 400 euros par mois pour payer les frais de transport et à peine. Tout le réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui travaillent aussi pour le développement économique des entreprises françaises à l'étranger, les instituts français, les lycées français, Campus France, etc. Tous ces acteurs qui sont parfois un peu invisibles, mais qui assurent concrètement la présence de la France, la présence aussi de l'Europe dans un certain nombre de pays. Et alors pour parler plus strictement des propositions, je vais citer simplement quelques têtes de chapitre parce qu'on ne peut pas trop rentrer dans la technicité, mais c'est vrai que la question de la priorité à la souveraineté alimentaire, à la souveraineté énergétique, à la souveraineté médicale, en relocalisant en Europe les productions médicales, par exemple, de médicaments essentiels, développer un pilier de défense européenne allié à l'OTAN. Voilà déjà 4 grands axes tout à fait importants qui concernent tout le monde, les Français de l'étranger comme les autres. Sur la question de la jeunesse, nous proposons, Guillaume Lacroix propose avec la liste Europe Territoire Écologie de créer un espace européen de la jeunesse, et notamment de développer Erasmus à toutes les formations de l'apprentissage, toutes les formations de l'enseignement professionnel, et faire en sorte également que les enfants au niveau du collège, eh bien, au cours du collège, dans leur scolarité, ils puissent passer 3 mois de leur scolarité à l'étranger dans le cadre de processus européens. Nous proposons également la création d'une banque européenne de microcrédit pour permettre à un certain nombre de nos concitoyens en France ou dans le monde, mais de pouvoir développer leur activité économique et ainsi sortir progressivement des difficultés sociales. Voilà quelques propositions qui peuvent, relativement concrètes, sans entrer évidemment dans la technicité. Et puis, dernière remarque, ce que je constate, moi, c'est que notre beau pays, qui est la France, globalement, a un regard souvent un peu taquin ou condescendant à l'égard de ceux qui ont des carrières à l'international. Je trouve qu'en France, les carrières internationales ne sont pas valorisées. On revient en France comme si on était un baroudeur sans expérience particulière, etc. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour modifier le regard sur les expatriés, modifier le regard sur les expériences internationales pour qu'elles soient davantage intégrées dans l'évolution des carrières professionnelles de ceux qui sont de retour en France. Voilà, ce sont des choses sur lesquelles le pays doit travailler. C'est un sujet d'intérêt général, je veux dire, ce n'est pas un sujet partisan, mais ce sont des sujets qui doivent être travaillés, d'autant plus qu'on est dans une époque où, de toute façon, la génération actuelle et la génération qui vient sera de plus en plus appelée à amener à travailler à l'étranger. Et donc, voilà, il faut que le retour en France soit mieux valorisé et mieux organisé. Merci, Monsieur Lui. La mobilité, enjeu important. D'abord, la mobilité des Français. On a vu au moment du Covid que cette mobilité a été mise à mal. Vous avez à la frontière franco-belge des villes qui se touchent. La frontière a été fermée, alors que d'un côté de la rue, vous êtes en France, d'un autre côté, vous êtes en Belgique. Cette mobilité intra-européenne a souffert. La mobilité des Français envers le territoire national durant le Covid a été également mise à mal. On se rappelle par exemple que la majorité présidentielle avait mis en place une politique des motifs impérieux pour les Français qui vivaient aux États-Unis, alors que les États-Unis n'avaient pas mis en place la même obligation pour leurs ressortissants. C'est grâce à l'action de l'UFE et de Maître Syric à New York que le Conseil d'État a cassé cette décision du gouvernement. La mobilité, c'est également la possibilité de rentrer chez soi. Là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Mathilde Olivier sur les bourses. Il faut voir que le gouvernement récemment a baissé les bourses de 7%. Or, ceux bénéficiant d'une bourse à 100%, à nouveau, on s'attaque aux gens qui sont le plus en difficulté. À nouveau, les Français n'ont plus forcément la capacité financière, en raison de la forte augmentation des droits d'écolage, de mettre leurs enfants dans un lycée français. Parcoursup, la nécessité de reconnaître la spécificité des Français dans les parcours au niveau des lycées français à l'étranger. Au niveau européen, vous nous avez interrogé sur les grandes propositions. Nous sommes également favorables à la mise en place d'un réseau ferroviaire, non seulement pour les citoyens,
mais également pour le fret. La nécessité également de mettre en commun des moyens européens pour lutter contre des maladies, pour la recherche, contre le cancer. Mais je voulais terminer sur un point important, parce que depuis le début de ce débat, on parle beaucoup des Français de l'étranger. Et on oublie la moitié de la communauté, ce sont les Françaises de l'étranger. Souvent, quand les Françaises de l'étranger, alors les Françaises vivent à l'étranger, elles peuvent se retrouver confrontées à des situations difficiles, des situations de violence intrafamiliale, différentes, la nécessité de les prendre en charge. À ce niveau-là, l'Europe a fait une démarche pionnière qui était à faire une directive d'interdire sur l'ensemble du territoire européen un ensemble de pratiques indignes pour les femmes. Je pense par exemple au mariage forcé, à l'excision forcée, à la question du viol et la nécessité de prendre plus en charge le soutien psychologique aux femmes victimes de violences. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi les libéraux européens, auxquels appartiennent les macronistes, se sont refusés à définir ce qu'est le viol, alors que c'est clairement défini dans les législations de plusieurs États européens. Je trouve qu'à ce niveau-là, la politique macroniste a été indigne. Moi, je veux qu'on respecte les femmes. Les femmes, c'est l'égal de l'homme, c'est l'avenir de l'homme, comme le disaient certains. À ce niveau-là, moi, je veux me mobiliser au Parlement européen, comme l'a fait François-Xavier Bellamy, mais aussi les partis politiques présents autour de cette table, pour que les femmes soient correctement protégées. Merci. Une petite parenthèse encore aussi sur le droit des femmes. On en a parlé un petit peu sur l'IVG et l'accès à l'IVG partout en Europe. Je pense que c'est aussi un sujet sur lequel c'est très important qu'on soit tous mobilisés. J'aimerais bien avoir la position de l'extrême droite sur cette question de l'IVG. Mais en tout cas, nous, ce qu'on porte, il y a une initiative citoyenne européenne qui a été lancée sur l'IVG et sur la reconnaissance de l'IVG, d'un droit à l'IVG pour toutes les Européennes, partout. Et c'est quelque chose qui est très important parce que ces attaques contre le droit à l'IVG, elles ont eu cours en Pologne, en Hongrie. Et ce qui est important, c'est de pouvoir permettre à ces femmes qui habitent par exemple en Pologne, en Hongrie, mais même en fait en Autriche où l'IVG n'est pas encore complètement, c'est dépénalisé mais pas légalisé, il faut pouvoir permettre ce droit à l'accès à l'IVG, pouvoir éventuellement venir en France pour pour avoir accès à cette IVG, mais aussi que bien sûr quand on vient hors d'Europe, c'est quelque chose qu'on porte très fortement, que bien sûr aux États-Unis où ça a été très problématique ces dernières années, et on puisse rapatrier les Françaises qui ne peuvent pas avoir accès à un IVG dans leur pays de résidence. Et ça, c'est un combat très fort qu'on porte, que je porte, que ma collègue Mélanie Vogel a porté aussi très fortement au Sénat et dans l'espace européen. Je réponds sur ce point. Je réponds sur ce point, je n'ai pas parlé depuis longtemps. C'est assez étonnant de voir qu'en fait, cet exemple de l'avortement, vous l'utilisez à bon escient, mais vous l'utilisez aussi pour illustrer finalement le fait que vous vouliez que l'Europe se mêle de tout. Et je le prends moi, cet exemple, pour vous rappeler que, en fait, selon les traités actuellement en vigueur, la politique familiale ne relève pas des compétences européennes. Moi, je rappelle que le principe de subsidiarité, il est là pour dire ce qu'on fait ensemble et ce qui relève de ce que chaque nation a en propre. Et en fait, vous êtes là tous à développer finalement une vision très fédéraliste de l'Europe, où, voilà, mais c'est exactement ce que nous ne voulons pas, parce que nous considérons que les nations européennes doivent faire ensemble ce qu'elles décident de faire ensemble, mais qu'en l'occurrence, elles gardent la prérogative sur pas mal de politiques. Et vous avez soulevé tout à l'heure une liste à rallonge de tout votre projet, mais vous le financez comment, en fait? Avec un impôt européen, j'imagine bien, auquel nous sommes farouchement opposés. Et il faut effectivement que les Français de l'étranger s'en rendent compte, parce que la taxation que j'ai dénoncée tout à l'heure à l'échelle nationale et qui s'est aggravée sous les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, eh bien à cela s'ajouterait un impôt fédéraliste européen qui viendrait aggraver cette situation. Posons-nous la question, encore une fois, pourquoi y a-t-il si peu de Français de l'étranger qui envisagent de rentrer en France pour pouvoir y développer leurs activités économiques? Donc il y a vraiment un sujet ici où vous allez
exclure la France davantage encore de la compétitivité à force de vouloir tout confier à l'Europe, et vous allez priver de liberté les Français en les obligeant à rentrer dans des systèmes politiques qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas choisi, et notamment parce que vous, monsieur, vous représentez un parti qui veut supprimer le droit de veto et qui veut empêcher les nations d'exprimer librement leur choix en contraignant, y compris sur le sujet par exemple de la GPA, parce que la liberté des femmes, on peut aussi en parler par rapport à la GPA, et curieusement, on n'entend personne à l'extrême gauche en parler. Il y a silence total là-dessus, alors qu'il s'agit sans doute du plus grave, oui mais extrême gauche quand même, il s'agit sans doute de la plus grave marchandisation du corps humain au XXIe siècle. Sur les droits, sur les droits des femmes, c'est évident qu'il faut un espace européen de protection. Nous, on porte, avec d'autres partis d'ailleurs, la clause de l'Européenne la plus favorisée, qui est une idée poussée par Gisèle Halimi, qui est de dire que partout en Europe, on doit pouvoir reprendre les mesures qui soient les plus favorables aux droits des femmes. On doit pouvoir s'inspirer des politiques de violence contre les luttes de lutte contre les violences sexuelles et sexistes qui existent en Espagne et de pouvoir les harmoniser au niveau européen. S'inspirer des politiques d'égalité salariale ou de congé parental qui existent dans les pays scandinaves et pouvoir permettre l'accès aux droits à l'IVG partout en Europe. Et oui, c'est un sujet européen. Parce que quand Mme Giorgia Meloni autorise les associations anti-IVG à rentrer dans les cliniques en Italie, c'est un problème. Et quand on est européen et qu'on défend les valeurs démocratiques partout en Europe, il faut lutter contre ça. Alors oui, nous, l'Europe qu'on veut, c'est l'Europe qu'on veut, c'est l'Europe de Gisèle Halimi plutôt que celle de Giorgia Meloni. Et la GPA? Et sur la GPA, ce que l'Europe a défini, c'est que fondamentalement, il n'y a pas de définition au niveau du Parlement européen de est-ce qu'on est pour contre la GPA. D'ailleurs, nous, on considère que c'est une chose qui touche à l'intime. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle mette des traites à des traites de personnes. Mais au niveau de l'Union européenne, c'est une traite. La GPA qui mène à la traite. C'est une traite humaine, la GPA. C'est une traite humaine, on est d'accord. Au niveau de l'Union européenne, on est d'accord, c'est une traite humaine, la GPA. Et surtout, je crois qu'il faut vraiment démasquer ces partis qui, à l'extrême droite et à droite, nous parlent des droits des femmes, alors que dès qu'il y a des mentions de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, de santé sexuelle et reproductive, ils votent systématiquement contre au Parlement européen. Est-ce que la GPA est une traite humaine? Et c'est un sujet essentiel. Est-ce que la GPA est une traite humaine? Et sur l'IVG, vous nous avez parlé. Et qu'est-ce que l'extrême droite, vous m'avez pas répondu non plus. Donc, à part... Non, mais j'arrive, vous savez, plusieurs fois. Déjà, évidemment, et il y a un an, j'ai l'impression que vous êtes dans un autre monde. Il y a un an, la raison pour laquelle on a mis le sujet de constitutionnaliser l'IVG dans notre droit et qu'on le porte au niveau européen, c'est parce que des femmes aux États-Unis qui avaient acquis ce droit dans les années 70 se sont vues par la Cour suprême se le faire défédéraliser. Est-ce qu'on est aux États-Unis? Est-ce qu'on est aux États-Unis? Vous savez pourquoi on est aux États-Unis? Parce que vos alliés, vos partenaires font en sorte qu'on essaye d'y aller aux États-Unis. Mais ils ne peuvent pas vouloir, puisqu'on n'est pas dans une Europe fédérale. On n'est pas dans une Europe fédérale. Donc, je vous réponds, on n'est pas dans une Europe fédérale. Et nous ne voulons surtout pas y être. Donc, ça veut dire que quand un pays prend une décision, que ce soit pour l'avortement ou pour toute autre chose, c'est la décision de ce pays. Nous sommes pour l'Europe des nations. Non, mais l'Europe des nations, l'Europe des nations, c'est un concept creux qui n'a rien à voir parce que l'Europe des nations, si vous voulez, c'est l'Europe qu'il y avait il y a 70 ans. C'est l'Europe que vous voulez détruire. Non, l'Europe des nations. C'est l'Europe que vous voulez détruire. L'Europe des nations, c'est pas. Je termine. Madame, je suis désolé, j'ai été coupé, je l'ai juste terminé, moi. On a parlé de fédéralisation du droit des femmes à disposer de leur corps parce que aux États-Unis, à cause de vos alliés, de Steve Bannon, qui fait une campagne en Pologne, en Hongrie, qui a des alliés partout, et aussi chez vous, chez vos alliés, chez votre parti politique, parce qu'il s'expose avec Maréchal Le Pen, fait en sorte de mettre cette... J'aimerais, moi, éviter que ce soit une politique européenne, mais c'est indispensable que ce soit une politique européenne parce que vous êtes en train. Vous êtes l'adversaire des droits des femmes au niveau national, et c'est pour cela, et je crois que ça fait consensus ici, qu'il faut absolument constitutionnaliser au niveau européen le droit des femmes à disposer de leur corps. Eh bien, nous y refuserons, tout simplement parce que nous ne voulons pas d'une Europe fédérale qui empêche chaque nation de décider ce qu'elle veut dans son propre pays, qu'il s'agisse de l'avortement ou de tout autre sujet. Et je voudrais vous poser, vous aussi, la question de la GPA. Est-ce que vous seriez prêt à ce que la France engage
au nom de justement cette patrie des droits de l'homme et de l'humanisme, engage une lutte acharnée contre toute forme de GPA. Je comprends que la GPA aujourd'hui, elle n'existe pas en France. Elle existe en France depuis 2013. Et vous savez pourquoi j'ai un problème? Elle existe en France que moi, je suis depuis représentant des Français de l'étranger, donc je sais exactement ce qui arrive. Et oui, Exactement. il y a des familles qui vont aux États-Unis et qui ont des enfants qui ont des GPA. Et bien moi, je considère que ce sont des enfants comme les autres. Ah ben moi aussi, ce sont des enfants comme les autres, mais On va passer à... ils ont été achetés. Allez, je vais vous donner le mot de la fin, chacun. Ça va être essayer de sans se couper et sans se poser des questions les uns les autres, puisqu'on va arriver à la fin du débat. C'est déjà 1h15 qu'on est ensemble. Je pense que chacun a pu bien s'exprimer. Voilà, juste un mot de la fin, 2-3 minutes rapidement. J'aurais bien aimé également qu'on aborde la question de binationalité, éventuellement de résidence habituelle, mais je vous laisse. La nationalité, ça me paraît sur un question européenne plus importante. Commencer par l'extrême droite, il y a plein de choses à dire. On va commencer par M. Bich. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'organisation de ce débat. On a pu voir que la plupart des intervenants mettaient en avant la question de la souveraineté européenne sur toute une série de thématiques, alimentaires, la défense. Et c'est ce qui est vraiment au cœur de la campagne de François-Xavier Bellamy. C'est que nous maîtrisions notre destin. Nous ne devons pas subir. Par exemple, au niveau de l'écologie, nous proposons la mise en place d'une barrière écologique, c'est-à-dire que nos entreprises doivent être dans une situation de concurrence qui est la même, avec les mêmes règles que celles qui s'imposent aux importateurs, aux exportateurs. C'est-à-dire que quand nous sommes en concurrence, cette concurrence ne doit pas être déloyale par rapport aux entreprises qui produisent à l'extérieur de l'Union européenne. Les mêmes règles doivent s'appliquer à tout le monde. Ce qui est important, c'est l'Europe, ce n'est pas seulement un grand marché économique, c'est aussi une civilisation. C'est pour ça que dans notre programme, nous demandons la mise en place au niveau européen d'une transmission de notre patrimoine européen, de nos racines. Il est essentiel que nous soyons fiers d'être européens. Comment pouvons-nous retrouver notre souveraineté, la maîtrise de notre destin, si nous ne savons pas, si nous ne connaissons pas notre patrimoine? Au-delà de ça, l'Europe, c'est une très belle construction. Elle est importante pour que les États puissent coopérer entre eux. On l'a vu dans la recherche contre le cancer, contre Alzheimer, de beaux succès ont été obtenus. Et moi, j'appelle vraiment les Français de l'étranger à faire partie entièrement de ce projet européen en emplissant un bulletin de vote le 9 juin. En priorité pour François-Xavier Bellamy, car avec François-Xavier Bellamy, nous allons aussi retrouver le contrôle de nos frontières. Nous allons nous assurer qu'il y a une coopération militaire au niveau européen, mais qui ne va pas avec l'envoi de troupes en Ukraine, comme l'a suggéré le président de la République, ou une mutualisation de notre force de frappe nucléaire. Nous sommes Français, nous devons être fiers d'être Français et en même temps, nous devons être fiers de participer à un continent qui a une histoire longue et ancienne. Nous devons être en mesure de savoir où nous voulons aller et retrouver la maîtrise de notre destin. Merci encore au Petit Journal de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer. Merci M. Bich pour ce mot de la fin. Monsieur Champollion, s'il vous plaît. Merci. Écoutez, je crois que ce qui va se passer le 9 juin, ce n'est pas un concours de meilleur catalogue électoral. Hein. Le sujet, ce n'est pas de jauger quelles sont les propositions qui sont portées par les uns ou par les autres et quelles sont celles qui vont éventuellement, moi, en tant qu'électeur, m'apporter davantage. La question est plutôt de savoir que veut-on faire de l'Union européenne pour l'avenir. Hein. On sait qu'on a un outil, l'Union européenne, c'est un outil, hein, construit volontairement par l'homme depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc en 70 ans, c'est quand même une construction humaine et institutionnelle assez remarquable, hein, je dois dire. Hein. Quand on regarde, quand on prend un peu de recul, hein, bon, c'est la première fois qu'il y a une telle construction sur la planète en dehors, de façon volontaire, sans la contrainte de la force hein, d'un dirigeant autoritaire à l'issue de guerre ou je ne sais quoi. Bon. Donc voilà, c'est une belle construction. Maintenant, comme toute belle construction, on peut casser son jouet ou on peut au contraire le renforcer. Hein. Et donc, l'Europe mérite d'être approfondie, mérite d'être sans doute clarifiée sur un certain nombre de compétences. Peut-être sur un certain nombre de compétences, on peut revisiter des questions de subsidiarité. Hein. Le mot est inélégant, mais voilà, c'est le fait de mettre au niveau de compétences le plus proche de sa réalisation, de mettre les compétences au niveau le plus proche de l'effet que cela donne sur les concitoyens.
Donc on peut revoir un certain nombre de choses pour améliorer l'Union européenne, pour la démocratiser, pour la rendre plus juste, plus égalitaire, avec un territoire européen plus équilibré. Donc les politiques de cohésion sociale sont extrêmement importantes, et puis toutes les politiques sociales qui peuvent être également conduites. Mais la question est évidemment quelle est la place qu'on veut donner à l'homme dans la société, quelle est la vision qu'on a, le projet politique qu'on porte. Sans doute que l'Europe est aujourd'hui un peu trop marché intérieur et pas assez projet politique commun. Donc on a certainement un travail à faire, notamment par rapport à toute une partie anciennement de l'Europe de l'Est, où on voit bien que sur le plan politique, on n'est pas exactement au diapason. Donc ça, ce sont des choses en perspective. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses en perspective à améliorer qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc moi, je veux voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je vois la force d'attraction qu'a l'Union européenne partout dans le monde et le potentiel qu'elle représente. Je pense qu'il faut profiter des institutions dans lesquelles nous travaillons et nous sommes élus, en tout cas certains sont élus, pour pouvoir améliorer. Et Guillaume Lacroix, avec l'équipe Europe Territoire Écologie, justement propose d'avancer vers une Europe plus juste, plus solidaire, respectueuse et solidaire. Merci. Merci, M. Champollion. M. Victor Lachenay. Les élections européennes du 8 et 9 juin prochain, c'est sûrement les plus importantes de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à des puissances étrangères qui organisent notre dépendance. Alors que la guerre est à nos portes en Ukraine, au Proche-Orient, nous sommes devenus dépendants de sécurité américaine et consommateurs de sécurité américaine. Nous voulons refaire l'Europe de la défense, nous voulons refaire cette puissance européenne qui est capable de se défendre par elle-même. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes devenus dépendants du gaz, des hydrocarbures russes, azéris ou venant d'autres pays, nous voulons reconstruire une puissance industrielle européenne, une puissance commerciale européenne qui produise, qui relocalise, qui industrialise nos territoires pour pouvoir construire notre liberté et notre indépendance. Alors que nous faisons face à la Chine qui aujourd'hui décide de faire un dumping fiscal total et un dumping commercial total contre nous, nous voulons rester fermes sur nos valeurs et expliquer que nous ne pouvons pas importer du polysilicium ou des vêtements ou des t-shirts produits par les Ouïghours là-bas, mais que nous voulons les produire en France et en Europe, et que pour cela, il nous faut une Europe forte. Il nous faut une puissance européenne qui refuse de faire des accords de libre-échange où on est ouvert aux quatre vents, comme nous propose Emmanuel Macron, pour préférer des accords de libre-échange. Il nous faut une puissance européenne qui soit capable d'investir massivement dans les énergies renouvelables, et pour cela, de taxer les super riches ou les multinationales qui font des profits indécents. Il nous faut une puissance européenne pour tourner la page de 20 ans d'entre-deux et de néolibéralisme et de construire une puissance démocratique où, oui, on accepte de faire un saut fédéral, on accepte de pouvoir mettre davantage en commun, parce que c'est comme ça qu'en tant qu'Européens, nous sommes capables d'être puissants. Il nous faut enfin une puissance européenne pour que vous, Françaises et Français de l'étranger, puissiez sentir que l'Union européenne, par son pouvoir économique, son pouvoir diplomatique, soit à vos côtés dans les crises, dans les moments les plus forts comme les plus faibles, et que nous puissions ensemble construire un avenir commun et réveiller cette Europe qui dort trop longtemps. Et c'est ce qu'on porte avec Raphaël Glucksmann et la Laisse réveiller l'Europe. Merci beaucoup, Madame la sénatrice Mathilde Olivier. Merci beaucoup au Petit Journal d'avoir organisé ce débat encore une fois. Moi d'abord, je voulais revenir sur la participation. Parce que la participation des Françaises et des Français de l'étranger pour ces élections européennes, elle est majeure. Et donc, on n'en a pas trop parlé, on voulait parler notamment sur les questions de binationalité. Je me semble que c'est un point qui est important, c'est de rappeler que tous les citoyens français, qu'ils résident dans l'Union européenne ou qu'ils résident hors de l'Union européenne, peuvent voter à ces élections européennes. Si vous êtes en Europe, vérifiez bien si vous voterez sur les listes françaises ou sur les listes de votre pays de résidence. Informez-vous un petit peu à l'avance et puis allez voter. Et puis maintenant, revenir sur le message d'espoir que portent les écologistes. En 2019, il y a eu une vague verte partout en Europe. Cette vague verte, elle était dans la rue et elle s'est concrétisée dans les urnes. Suite à ces élections, eh bien, on a eu plein de lois européennes qui sont passées et qui ont permis de véritables avancées, avec le pacte vert européen, avec l'interdiction des plastiques à usage unique, avec les lois de restauration de la nature. Toutes ces lois, elles ont permis de véritables avancées au niveau européen. Et puis, bien sûr, la guerre en Ukraine est passée par là. Et ces questions de souveraineté européenne, on en a un petit peu parlé, sont revenus au cœur du sujet. Et nous, ce qu'on porte, nous, écologistes, on porte ça depuis toujours, une Europe plus fédérale, une Europe plus intégrée, sur les questions de défense, bien sûr,
sur les questions de défense. Bien sûr qu'il faut qu'on continue à soutenir fortement l'Ukraine face à l'invasion russe, pour nos valeurs aussi, nos valeurs pour les droits des femmes, on en a parlé, les droits des minorités globalement qui sont attaqués aujourd'hui, particulièrement en France. On discutera juste demain d'une loi au Sénat horrible sur l'interdiction des thérapies de transition sur le genre. Bref, plein de sujets sur lesquels, à l'échelle européenne, il faut qu'on continue à se mobiliser, qu'on continue à porter nos valeurs. Et pour cela, pour voter pour des lois écologistes, eh bien, il faut voter pour les écologistes. Alors, votez écologiste, ne pas voter pour la liste de Marie-Toussaint. Merci Madame Olivier. Madame Laurence Trouchu. Oui, merci de cette organisation du débat qui a permis, je pense, de montrer de manière assez flagrante les divergences entre nous. Vous savez, en Europe, ce que Marion Maréchal veut défendre, c'est tout simplement l'intérêt de la France et des Français. Qu'il s'agisse du domaine agricole qui est menacé de destruction comme l'a été l'industrie, notamment par des mesures soi-disant écologiques. Vous avez évoqué le Green Deal, le Pacte Vert, la ferme à la fourchette, etc., qui vient mettre la tête sous l'eau à tous nos agriculteurs qui sont pourtant encore dans cette situation de crise que certains semblent avoir oubliée. L'intérêt de la France aussi, je l'ai dit, dans la maîtrise de ses frontières, parce qu'aujourd'hui nous faisons face à une immigration à laquelle d'ailleurs les Français de l'étranger sont forcément sensibilisés. Une immigration et pas n'importe laquelle, puisque nous portons ce combat civilisationnel. Il faut bien reconnaître que c'est une immigration essentiellement de culture arabo-musulmane qui vient remettre en cause l'histoire et la culture et les mœurs, à commencer par les rapports entre hommes et femmes. Et là, je suis absolument sidérée de voir le silence de toute l'extrême gauche dès lors que les femmes revendiquent d'enlever en Iran un voile et de voir à quel point aujourd'hui les droits des femmes sont premièrement menacés par la conception très inégalitaire que l'islam a des relations entre les hommes et les femmes. Fierté et puissance aussi, le slogan de campagne de Marion Maréchal, c'est une France fière. Fierté et puissance parce que nous ne retrouverons cette fierté et cette puissance que si nous savons retrouver notre indépendance, alors même que tous ceux qui ici développent une vision pour l'Europe sombrent dans un fédéralisme qui tue la liberté de chacune des nations. Donc je suis désolée de vous dire que c'est bien concret, une Europe des nations, c'est précisément une Europe qui préserve, qui protège, qui garantit à chaque peuple européen de garder la maîtrise de son propre destin, là où d'autres voudraient que tout soit géré à 27 et même à plus. Et en ce sens, nous sommes contre tout élargissement de l'Union européenne. Et puis, face à ce fédéralisme, une souveraineté qui est bien sûr juridique, alors même que nous nous faisons imposer par la CEDH, par la Cour européenne des droits de l'homme, par la Cour de justice européenne, des décisions qui nous empêchent d'appliquer notre propre droit sur notre propre territoire. Donc une France fière, les intérêts de la France, c'est parce que ce sont d'abord les intérêts des Français eux-mêmes. Merci Madame Trouchu. Monsieur Bellier. Merci au petit journal, parce qu'on a pu avoir un débat. Vous voyez, on partage beaucoup de choses en commun. Ce besoin d'Europe, c'est le nom de notre liste avec Valérie Léyer. Je crois qu'il est partagé, à votre exception, chère madame, par à peu près nous tous, avec des chemins qui sont assez différents pour y parvenir. Moi, je crois que Emmanuel Macron, depuis 7 ans et depuis 5 ans, cette liste-là, elle se donne les moyens d'être leader en Europe. Parce que je ne peux pas être d'accord avec vous. Pour que la France garde son rayonnement, il faut... Elle le retrouve. Mais, madame, juste laissez-moi parler, parce que je vais vous écouter. Pour que la France rayonne, quand la France au Liban donne des moyens très importants sur l'éducation, par exemple, elle le fait. Et au fond, elle le fait pour qui? Elle le fait pour la France, pour sa francophonie, mais aussi pour l'Europe, aussi pour ce projet qui est un projet politique fondamental. Et moi, je crois, ma conviction personnelle, c'est qu'Emmanuel Macron, alors que pendant longtemps, le leader de l'Europe, c'était souvent Angela Merkel, c'était souvent l'Allemagne, il a réussi à incarner un leadership. Et pourquoi? Notamment parce que je ne rejette pas ce qui a été fait par ses prédécesseurs. Ah bah, quand même un petit peu, il se trouve que quand la plupart
leaders politiques, ils viennent aussi en France pour cela. Et je crois que quelque part, c'est pour ça que vous le détestez autant, il incarne cette détestation que vous avez pour Emmanuel Macron. Mais je finirai là-dessus. Au fond, le 8 en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, et le 9 juin pour le reste du monde et pour les Français, vous allez décider de poursuivre tous les défis qui nous restent, et ils sont extrêmement nombreux, ou revenir en arrière. Et moi, je pense que notre liste l'incarne le mieux possible, parce que quand, et je parlerai du CETA parce que ça permet de finir aussi sur un exemple qui concerne les Français du Canada. Le CETA, c'est un accord qui a été négocié par les Républicains. Un bon accord qui a été ensuite retravaillé par le Parti socialiste, avec des clauses qui permettent justement de garantir notre modèle, d'avoir la reconnaissance des AOP. Les reconnaissances des AOP, c'est exceptionnel, c'est ce qui fait que vous avez tous les terroirs d'Italie, de France et d'Espagne et des autres pays qui sont reconnus, alors que jusque-là, ça n'était pas le cas. Tout ce qui a été travaillé par ces gens qui ont été au pouvoir et qui ont bien fait les choses, aujourd'hui, ce sont les premiers à le remettre en question. Parce que l'ambition que vous portez pour l'Europe, elle doit être importante, on doit être leader, on doit réussir à ce que notre modèle européen, à ce que notre modèle économique, social et environnemental soit le premier. On dit souvent l'Europe, c'est l'empire de la norme face à des empires qui pensent à la guerre. L'empire de la norme, c'est d'avoir des standards élevés sur tous ces domaines-là. Et l'enjeu de cette élection, c'est qu'on porte nos valeurs très fort pour que nous soyons copiés, vous l'avez très bien dit Michel, pour que nous soyons un exemple et non pas ce que vous reprochez systématiquement au reste du monde, un exemple de division. C'est tout ce que je crains aujourd'hui dans le monde et c'est pour ça que cette élection est fondamentale. Très bien, un très grand merci à tous les six, mesdames et messieurs. Merci pour votre participation. C'était un débat donc pour le prochain scrutin des élections européennes, donc 8 et 9 juin prochain. C'était en direct depuis la maison de l'expatriation. Vous pouvez voir évidemment en replay. N'hésitez pas à le partager à vos connaissances, vos amis. C'est organisé par lepetitjournal.com. Un grand merci, bonne journée, bonne soirée selon où vous êtes. Au revoir. Au revoir. Au revoir.